Le petit orphelin Binoclard et ses aventures à l'école de sorcellerie la plus célèbre de tous les temps ont fait vibrer des millions de lecteurs, ont fait naître de nombreuses vocations littéraires et ont engendré une génération entière de Potterheads, les fans inconditionnels de la saga. Presque 10 ans après la parution du dernier tome qui mettait un point final à l'histoire d'Harry Potter, J.K. Rowling, l'auteur adulé par les foules, décide de pousser à nouveau les portes de Poudlard et propose au public en pâmoison une nouvelle histoire à se mettre sous la dent, Harry Potter et l'enfant maudit. Il s'agit en fait d'une pièce de théâtre écrite par Jack Thorne et mise en scène par John Tiffany. Le script de la pièce, publié dans la foulée, est un triomphe en librairie, sauf que l'avis des lecteurs est un peu plus mitigé. Aujourd'hui, nous allons voir en 5 points pourquoi Harry Potter et l'enfant maudit est un fail. La forme théâtrale. Nous commençons de ce pas avec le point qui a fait que déjà, d'un point de vue purement stylistique, ça n'a pas fonctionné avec moi, la forme théâtrale. Quand j'ai appris que cette 8e histoire allait paraître sous la forme d'une pièce de théâtre, j'étais plutôt satisfaite. En fait, dans la mesure où J.K. Rowling avait bien spécifié qu'il n'y aurait pas de suite aux reliques de la mort, j'ai trouvé ça plutôt bienvenu de faire en sorte que la dite suite qui finalement a vu le jour ait une forme inattendue bien distincte des 7 premiers tomes. Mais quand je me suis retrouvée avec le texte entre les mains, j'ai vite déchanté. J'ai joué presque 10 ans dans une pièce de théâtre et avec 5 années d'études en lettres modernes derrière moi, je peux vous dire que j'en ai vu passer, j'en ai manipulé des textes de théâtre et je suis triste de vous dire que celui-ci, littérairement parlant, est de piètre qualité. Outre les répliques plates et faiblardes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder en supposant qu'il s'agisse d'un souci de traduction, ce qui m'a vraiment choqué, ce sont les didascalies. Les didascalies, c'est le texte écrit qui n'a pas vocation à être prononcé sur scène. C'est tout ce qui va se trouver dans le script mais qui ne sera pas dit lors de la représentation. En général, ce sont des indications scéniques. L'auteur prend le temps de spécifier des points de mise en scène qui lui semblent importants. Ça peut être des précisions sur les placements, sur des gestes, sur des éclairages, sur des costumes, des précisions sur les jeux d'acteurs. Ça peut être tout plein de choses, mais certainement pas des envolées littéraires abstraites. Non. Et pourtant ce texte regorge de phrases qui ne sont pas des répliques à prononcer, mais qui ne sont pas non plus des indications scéniques. Pour vous donner un exemple, page 186, pour décrire l'arrivée des détraqueurs, on a un long paragraphe que je vais vous lire. Hop là. Alors, je vais lire tout le paragraphe, qui est censé être une didascalie. Soudain, venant de partout, on sent un souffle de vent. Des robes noires s'élèvent autour du public, des robes noires qui deviennent des silhouettes, et les silhouettes deviennent des détraqueurs. Des détraqueurs volant dans toute la salle. Ces formes noires, mortelles, ces forces noires, ces forces de mort. Elles sont terrifiantes, elles aspirent l'âme du lieu, le vent continue de souffler, c'est l'enfer. Puis du fond de la salle, un murmure s'insinue, se répand autour de chacun. Des paroles sont prononcées d'une voix reconnaissable entre toutes, la voix de Voldemort. Harry Potter. Le rêve de Harry Potter devient réalité. Bon alors déjà c'est très long comme didascalie, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur une phrase en particulier. Ces formes noires, mortelles, ces forces noires, ces forces de mort. Ce n'est pas une indication scénique, c'est une gradation ascendante, donc une figure de style littéraire qui n'a rien à faire en didascalie. Et en plus, les informations qu'elle apporte, donc à savoir la couleur noire des formes a priori, est inutile puisqu'elle a déjà été donnée avant, donc je ne vois pas l'intérêt de mettre ce type de phrase en didascalie. Pour vous donner un autre exemple, quand les personnages retournent une seconde fois dans le passé lors de la première épreuve du tournoi des 3 sorciers, pour introduire la scène, on a un petit texte que je vais vous lire. Nous voyons se rejouer l'épisode de la première partie, mais cette fois-ci en fond de scène et non pas au premier plan. Soit. Nous reconnaissons Albus et Scorpius vêtus de leur robe de Durmstrang, pourquoi pas, et nous entendons à nouveau le brillant, toujours selon lui, Ludo Verpet. Ce « toujours selon lui » indique les pensées d'un personnage très secondaire, ce n'est en aucun cas une préconisation de mise en scène. Et c'est assez problématique. Dans le même ordre d'idées, on a l'arrivée de Voldemort, page 326, qui est décrite, je cite, « Voldemort apparaît au fond de la scène et la traverse, puis il descend dans la salle, il apporte la mort avec lui et chacun le sait. » Alors le fait qu'il apporte la mort avec lui, je sais pas si vraiment ça peut être considéré comme une indication scénique puisqu'on nous dit ce qu'il va faire, à savoir tuer Lily et James Potter, mais bon, on va passer là-dessus. Moi ce qui me dérange c'est le « chacun le sait ».
ça n'a pas sa place en didascalie. Je pourrais continuer longtemps parce que des occurrences comme ça, j'en ai relevé des dizaines et ça m'a énervée. Et encore, je vous épargne tous les passages sur le temps qui se tourne, se retourne, fait des rondes, hésite au sens de sa vie. Oh, ça m'a exaspérée. Le problème, c'est que ça relève de la narration, tout simplement. Tout ce qui se trouve en didascalie, même si ce n'est pas prononcé sur scène, ça doit apparaître d'une manière ou d'une autre, puisque tout ce qui concerne les gestes, les positionnements, etc., les acteurs s'en servent pour jouer. Mais je ne vois pas comment les précisions sur le commentateur qui est, selon ses dires, le plus grand homme de spectacle de tous les temps, etc., etc., pourront apparaître au public qui regarde la scène. En fait, j'ai eu l'impression de lire un roman entièrement dialogué avec quelques passages maladroitement narrativisés, et ça a eu le don de m'exaspérer au plus haut point. Sans être psychorigide, soit on écrit un roman, soit on écrit une pièce de théâtre, mais si on décide d'écrire un hybride des deux, ben soit, mais alors on le revendique comme un parti pris et on vend pas ça comme un texte de théâtre, tout ce qui est de plus classique. Le fucking paradoxe temporel. Bon alors maintenant qu'on a un peu parlé de la forme, on va se pencher sur le fond, qui n'est pas bien plus glorieux. Le truc qui m'a fait le plus sortir de ma lecture, je crois, c'est le plan foireux de Delphini. Delphini qui est construite comme l'unique antagoniste de cette histoire, qui est la fille cachée de Feu Voldemort et Bellatrix Lestrange, et qui est si puissante qu'elle arrive à battre Harry en duel, et son plan final consiste à remonter le temps pour empêcher Papounet Voldemort de lancer son Avada Kedavra sur Harry bébé, et donc éviter qu'il soit affaibli pendant X années, et ainsi contrer tous les événements qui mèneront à sa perte 17 ans plus tard. Si la demoiselle réussit en modifiant la destinée de Voldemort sur plus de 17 ans, il y a quand même de très fortes chances que les circonstances ayant mené à sa naissance ne se produisent pas. Donc dans l'hypothèse où elle réussit et où ça annule sa naissance, bah, elle sera plus là pour remonter le temps et sauver Voldemort. Paradoxe temporel. Ça m'étonne, autant d'un point de vue intradiégétique que d'un point de vue extradiégétique. Ça m'étonne que Delphini, qui est censée être si forte, ne pense tout bêtement pas à ça, et ça m'étonne encore plus que les auteurs n'aient pas trouvé de plan un peu plus raffiné, quoi. Quand on a été habitué à l'ingéniosité sublime de Rowling pendant plus de 7 tomes, ça fait mal. Delphini, l'enfant improbable. Ce qui me mène à mon troisième point, l'improbabilité existentielle de Delphini. Voldemort et Bellatrix, sérieusement. Genre, comment ça s'est fait? Entre 2 tortures et 3 meurtres, ils se sont rendus compte qu'il y avait un feeling entre eux? Enfin, l'annonce de cette filiation est tombée comme un gros cheveu sur la soupe pour moi. Je m'y attendais, je le voyais venir, mais j'espérais fortement me tromper et que ce ne soit pas ça. Genre, même d'un point de vue physiologique, je suis même pas sûre que Voldemort puisse procréer après avoir split son âme en 7 parties et être partiellement mort. Et puis au cœur de l'histoire, ça n'a pas de sens. Les Mange-Morts, c'est la destruction et la mort. Il n'y a aucune raison pour qu'à un moment donné, Bellatrix et Voldemort aient eu envie de s'assurer une descendance et de donner la vie. Et puis si c'était pour une question de continuité d'œuvres ténébreuses ou je ne sais quoi, il me semble que Voldemort avait quand même assez de partisans pour ça, pour ne pas s'embarrasser d'un mioche. Mais bon, soit, Delphini existe, et puisqu'elle est dans le livre, il va falloir faire avec. Mais ce personnage n'a ni l'envergure de son père, ni le charisme de sa mère, et elle est même pitoyable à la fin, à pleurnicher pour qu'on l'achève, alors que... Enfin quand même, c'est la fille du Seigneur des Ténèbres, ils auraient pu l'imaginer avec un peu plus de hargne, enfin je sais pas moi. La descendance foireuse. Si on parle de Delphini qui n'est clairement pas à la hauteur de ses illustres parents, on ne peut pas s'empêcher de penser au petit Albus. Pour être tout à fait honnête, tout le long de l'histoire, j'ai eu envie de rentrer dans le livre et de lui mettre des baffes. Ce gamin est juste insupportable. Comment Harry et Ginny ont pu engendrer ça? Outre le côté ado rebelle à 2 balles, il est franchement débile. Il est pas du tout intelligent le gamin. Quand on le compare à Harry lors des événements de la Coupe de Feu, Albus passe pour un décérébré. À âge égal, Harry était beaucoup plus mature. Bon alors ok, ils ont pas le même passé, mais quand même, c'est assez désagréable d'avoir comme personnage principal un gamin insupportable et bête comme ses pieds. D'ailleurs c'est assez significatif, pendant toute ma lecture, je n'ai pas pu le visualiser autrement que sous les traits d'un enfant de 10 ans. Et quand on sait comment J.K. Rowling avait su créer des personnages extrêmement attachants, je trouve ça dommage de se planter sur la construction des personnages quand on veut faire une suite à Harry Potter quoi. Je ne vous parle pas de Rose, la petite de Ron et Hermione, qui même si elle fait peu d'apparitions est tout aussi détestable. En fait, le seul à tirer son épingle du jeu, à ne pas être trop bête et à être un tant soit peu attachant, c'est Scorpius, le petit de Drago. Et d'ailleurs, les seuls moments que j'ai vraiment appréciés dans ma lecture, c'est tous les passages où il se retrouve dans une réalité alternative où Albus n'existe pas et où il est tout seul pour résoudre les problèmes. L'intrigue grossière.
Le dernier point qui regroupe plusieurs petites choses, c'est que globalement, tout est grossier dans cette histoire. On croise beaucoup de facilités scénaristiques comme le fait qu'Hermione, qui était censée détruire le retourneur de temps, le cache dans son bureau, en sachant tous les dégâts que peut causer un retourneur de temps entre de mauvaises mains, et le protège avec un sortilège qu'un gamin de 14 ans pas très fut-fut peut déjouer. On sent clairement que les scénaristes avaient envie de faciliter un peu les choses pour que le trio se retrouve rapidement avec leur billet pour le passé. Et puis baser toute l'intrigue sur des voyages dans le temps à l'époque de la Coupe de Feu, je trouve ça un peu facile. J'ai l'impression qu'on cherche à jouer sur le fait que les spectateurs ou les lecteurs vont être contents de revivre des événements qui leur sont familiers comme les 3 épreuves de la Coupe de Feu. Il n'y a pas de vrai risque qui est pris. On tourne en rond, on reboucle sur la même histoire avec les mêmes personnages, les mêmes antagonistes. En fait, ils n'ont pas inventé une nouvelle histoire, quoi. Et l'essentiel, les personnages qu'on a connus et qu'on a aimés, on les reconnaît pas. Hermione n'est pas aussi brillante que quand elle était jeune, Harry est aussi chiant que son fils, et Ron que j'aimais tant, est rabaissé à n'être que le lourdeau de service, ça me fend le cœur. Ils sont mal cernés, mal retranscrits, mal écrits, enfin... Ce qui m'a aussi pas mal dérangé, c'est que pour accomplir leur dessein, donc à savoir sauver Cédric Diggory en l'empêchant de remporter le tournoi des 3 sorciers, Albus et Scorpius se rendent d'abord à la première épreuve dans l'idée de faire en sorte que Cédric la rate. Mais pourquoi ? Je suis pas retournée vérifier, j'avoue, mais il me semble quand même que les 2 premières épreuves ne servent qu'à établir un classement avec des points pour savoir dans quel ordre les participants vont rentrer dans le labyrinthe de la 3e épreuve. Donc c'est quand même très hasardeux comme plan, je vois pas pourquoi le fait de saboter la première épreuve de Cédric assurerait le fait qu'il ne remporte pas le tournoi. Enfin je sais pas, je pense que ça aurait été plus efficace de se rendre directement le jour de la 3e épreuve, d'empêcher tout bêtement Cédric d'y participer, je sais pas moi, en l'enfermant dans un placard à balai, et puis voilà. À moins que ce soit une astuce scénaristique pour nous faire visiter les 3 épreuves. Il y a aussi la couverture de Harry qui sert de support au message d'Albus venu du passé. C'est un fusil de Tchekhov, donc un objet introduit en début d'intrigue qui va servir pour le dénouement, qui est beaucoup trop évident, et qui plus est tiré par les cheveux, enfin... Albus jette la couverture qui renverse une potion d'amour offerte par Ron et la couverture s'en imbibe et au miracle, les composants de la potion d'amour renversée réagissent avec une poudre ou je ne sais quoi trouvée dans le passé par des bulles de service et réagit de façon pile adéquate pour qu'on puisse y inscrire un message. Enfin, on voit clairement les fils narratifs, les ressorts dramatiques et les astuces scénaristiques et clairement, moi, ça m'a dérangée. Vous l'aurez compris, pour moi, Harry Potter et l'Enfant Maudit n'est clairement pas à la hauteur des autres Harry Potter. Dans mon cœur, il va rester comme une sorte de fanfiction un peu maladroite et sans plus. Bon alors 21 € la fanfiction ça fait un peu cher, mais bon c'est le jeu. Je suis pas vraiment déçue parce qu'en fait j'en attendais pas grand chose, voilà. Pour moi, J.K. Rowling avait clairement dit qu'il n'y aurait pas de suite, qu'elle avait pas envie de faire une suite et que c'était fini, donc dans mon cœur et dans ma tête c'était fini, donc bon voilà. Je me suis plongée dans le livre sans grandes espérances, sans grandes attentes, et donc je suis pas vraiment déçue que ça ne m'ait pas plu. Sachez que je vous ai épargné toutes les incohérences avec l'univers de base, comme les soucis avec le polynectar. Je sais que d'autres en ont beaucoup parlé, donc j'avais pas envie de remettre une couche là-dessus. Sachez également que certains passages ont quand même été plaisants, notamment toutes les réalités alternatives qui sont assez marrantes, et j'ai beaucoup aimé le rapport entre Drago et Scorpius. Donc tout n'est pas foncièrement à jeter dans cette histoire-là, même si pas mal de choses le sont. Enfin, je voulais vous dire que ce n'est que mon avis, qui n'engage que moi, et que vous pouvez très bien avoir aimé Harry Potter et l'Enfant Maudit, voilà, c'est très subjectif de toute façon tout ça. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, et comme d'habitude, je vous retrouve sur le blog, sur les réseaux sociaux, et si vous voulez aider Magic Mirror en participant à la campagne Ulule, il reste vraiment pas beaucoup de temps, donc c'est le moment ou jamais, je vous mets le lien en barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de belles lectures et de merveilleuses découvertes.